Bonjour à tous, j'ai eu envie de vous résumer et de vous traduire. En fait, c'est un résumé-traduction du livre Hollywood Babylon de Kenneth Anger. Pas besoin de vous traduire le titre, vous aurez compris qu'il s'agit des secrets les mieux gardés d'Hollywood, du premier Hollywood, on va dire entre 1911 environ et 1950. La première édition de ce livre, c'était encore une sorte d'ébauche, est sorti en 1959 chez l'éditeur parisien Jean-Jacques Pauvert, mais il a été rapidement interdit. Il n'est sorti qu'en 1975 dans l'édition que vous voyez là. Ça a fait scandale. Et il n'a été traduit en français, enfin, il n'est sorti en France qu'en 2013. Donc vous voyez que il y a sûrement du lourd dedans, puisque s'il a fait autant scandale et qu'on cherchait à l'interdire, c'est probablement qu'on ne voulait pas toucher aux légendes hollywoodiennes qui n'étaient jusqu'ici jamais remises en question. Et on était quand même en 75 à une époque où les gens étaient complètement dans l'illusion de stars hollywoodiennes qui étaient des gens qui étaient des demi-dieux, quoi. Je vous montre les visuels à chaque fois. Là, on a une citation intéressante d'Aleister Crowley, bizarrement. Chaque homme et chaque femme est une star. Intéressant parce qu'on a déjà la notion occulte du mot star. Donc Hollywood, probablement dans les années 20, ici, avec le Chinese Theatre derrière. Hollywood, Hollywood, fabuleuse Hollywood, Babylone de celluloïd, glorieux glamour, ville délirante, frivole, sérieuse, audacieuse et ambitieuse, et vicieuse et glamour, divine, si divine, tragique et pitoyable, foutaise, camelote et génie, étonnamment mélangée, clinquante, formidable, absurde, formidable, bâclée, bon marché et étonnamment splendide. Hollywood, Don Blanding. L'aube pourpre, The Purple Dawn. Donc la page décrit la création d'une scène épique pour un film Hollywood centré sur la vision grandiose du réalisateur Griffith. L'histoire tourne autour de plusieurs éléments clés. Les éléphants blancs. Le dieu d'Hollywood voulait des éléphants blancs et en a obtenu 8. Ces éléphants faisaient partie d'un décor monumental comprenant des échafaudages, des jardins suspendus et des remparts. Le décor babylonien. Une reconstitution massive de Babylone a été créée, avec une cour colossale rappelant celle de Belshazzar. Le tout était situé près du Hollywood de 1915, préfigurant les grandes productions à venir. La distribution. Une distribution impressionnante avait été rassemblée, incluant des milliers de figurants recrutés à Los Angeles, des danseurs babyloniens, des prêtres et des esclaves, divers personnages représentant différentes cultures anciennes. Au niveau du contexte historique, le texte évoque également comment Hollywood, alors une jeune colonie du cinéma, a été fondée par un petit groupe d'hommes d'affaires juifs de la côte Est qui voyaient du potentiel dans le Nickelodeon, ancien type de salle de cinéma. Alors, petite parenthèse, moi ce que je dis souvent et qui n'est apparemment pas dit là, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont des juifs qui sont venus directement de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, qui venaient donc d'Europe, directement aux États-Unis, pas seulement des gens qui étaient déjà aux États-Unis. C'était un mélange. Le texte dépeint un moment charnière dans l'histoire d'Hollywood, où l'ambition démesurée et le spectaculaire commençaient à définir l'industrie du cinéma naissante, symbolisée par cette reconstitution grandiose de Babylone. La Californie du Sud promettait 365 jours de soleil par an, attirant les cinéastes indépendants qui s'installèrent dans les studios en plein air. Ces pionniers, équipés de caméras piratées, surveillaient les agents d'Edison tout en développant leur art. L'émergence du Star System transforma des acteurs anonymes en célébrités adulées. Les années 1910 marquèrent l'âge d'or d'Hollywood, où une nouvelle forme artistique se forgeait.
La cocaïne, surnommée Joy Powder, circulait librement dans l'industrie. Cette période vit naître un style de comédie particulier, illustré par The Mystery of the Living Fish, avec Douglas Fairbanks jouant un détective déjanté. En 1916, la drogue devint même un sujet de comédie, reflétant l'esprit débridé de cette époque pionnière du cinéma. Lorsqu'Aleister Crowley traversa Hollywood, il décrivit une communauté de lunatiques sexuels sous cocaïne. Petite parenthèse, pour que lui dise ça, c'est qu'il devait être bien dégénéré les autres. Les ragots circulaient abondamment dans cette petite colonie du cinéma, mais restaient discrets. Les rumeurs concernaient notamment Richard Barthelmess, posant pour des photos françaises, entre guillemets, les spéculations sur le casting coach de Mack Sennett et son harem de Sunshine Girls, incluant la jeune Gloria Swanson et Carole Lombard. La colonie savait que Theda Bara, vendue comme une démone franco-arabe, n'était en réalité qu'une modeste fille de tailleur de l'Ohio prénommée Theodosia Goodman. Les commérages touchaient aussi une relation romantique présumée entre Lillian et Dorothy Gish, sujet qui resta longtemps source de discussion dans ce Hollywood naissant. Alors, celle de gauche sur la photo, je trouve qu'elle ressemble étrangement à l'héroïne principale de la série Twin Peaks. Elle lui ressemble vraiment, Laura Palmer, c'est fou. Je profite d'ailleurs de cette parenthèse pour qu'on s'attarde sur les sœurs, parfois jumelles, qui sont employées par Hollywood, mais alors Hollywood côté sombre, nord d'Hollywood, c'est-à-dire l'industrie porno, et qui, très étrangement, sont encouragées dès leur plus jeune âge à des relations soit incestueuses, entre elles ou avec des membres de leur famille, comme si elles étaient programmées dès leur enfance pour ça. On peut citer notamment Joey et Sammy White, Gia ou Dia et Noma Hill, Sacha et Pasha, et les Milton Twins. Quelque chose de très sombre à mon avis est derrière ça. Je continue. On peut noter que Lillian a dirigé sa sœur Dorothy Gish dans le film Remodeler son mari, ce qui correspond, je trouve, à la volonté actuelle de certains ou de certaines de déconstruire, ou plutôt, on va dire, castrer les hommes. On avait quand même tout ce terreau qui était déjà là, quand même, à l'époque. C'est pas pour dire tout a toujours existé, mais en fait, si, sous différentes formes. Mais tout était beaucoup plus secret. La preuve, le bouquin était interdit, alors qu'aujourd'hui, ce genre de truc, ça sort toutes les semaines, quoi. Je continue. Durant les années 1920, l'âge d'or d'Hollywood fut marqué par des scandales retentissants. Les carrières s'effondraient comme des châteaux de cartes dans cette décennie de merveilleux non-sens, entre guillemets. Pour le public, Hollywood représentait 3 syllabes magiques évoquant un monde de rêves et d'illusions. Les prêcheurs moralistes condamnaient la colonie du cinéma, qualifiant Hollywood de Nouvelle Babylone, où sexe, drogue et stars de cinéma régnaient. Déjà à l'époque, Malgré les appels au boycott, le public affluait en masse dans les salles. Cette période dorée, caractérisée par une créativité débordante et des succès financiers, cachait une réalité plus sombre. La peur constante que tout s'effondre, que le rêve s'arrête brutalement. Le 10 septembre 1920, un télégramme Marconi annonce le premier scandale d'Hollywood. Olive Thomas, star de Selznick Pictures et épouse de Jack Pickford, est retrouvée morte, empoisonnée à Paris. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passaient à Paris et en France, depuis le début. Là, je vous dis, déjà la première version de 59 du livre a été publiée par un éditeur parisien. Je vous ai cité une autre anecdote à propos de la France au début. Et là, on a ça, comme quoi... L'incident survient à l'hôtel Crillon, où un valet découvre son corps nu dans la suite royale, une main tenant encore une bouteille de bichlorure de mercure. Ancienne showgirl de Ziegfeld à 16 ans, Olive était une beauté admirée, égérie de Vogue et Vanity Fair. Sa carrière avait décollé rapidement, avec des rôles dans des comédies légères comme Betty Takes a Hand. En 1919, Selznick l'avait signée avec Helen Hammerstein pour des contrats lucratifs, faisant d'elle une star montante du cinéma muet. Le suicide de Live Thomas, âgé de 20 ans, déclencha une controverse mondiale.
Marié à Jack Pickford, frère de Mary Pickford, le couple incarnait l'idéal américain dans les magazines. Jack devait rejoindre Olive à Paris après le tournage de The Little Shepherd of Kingdom Come. Les enquêtes révélèrent qu'Olive fréquentait les bas-fonds parisiens, notamment le Jockey et le Mal d'Aurore. Une rumeur circula selon laquelle elle cherchait de l'héroïne pour Jack, toxicomane notoire. Dans la presse américaine, Jack, en cure de désintoxication, ne put réfuter ces accusations. Sa sœur Marie, depuis Pickfair, dut publier un démenti pour défendre l'honneur de son frère. Une enquête du capitaine Spaulding de l'armée américaine, arrêté pour trafic de cocaïne et d'héroïne, révéla dans son carnet noir le nom de l'idéale jeune américaine. Les gros titres qualifièrent alors Olive Thomas de toxicomane, choquant l'Amérique encore attachée à la moralité victorienne. Les sociétés de surveillance morale s'alarmèrent de cette menace pesant sur la jeunesse américaine, poussant le cardinal Mundelein à publier Le danger d'Hollywood. Dans les années 20, la capitale du cinéma attirait des trains entiers de jeunes espoirs, souvent des reines de beauté locales, rêvant de gloire. La mort d'Olive provoqua un autre drame. Bobby Aaron, écarté par Griffith au profit de Barthelme, se suicida dans un hôtel new-yorkais la veille de la première de Way Down East. Alors ici, je vais zoomer un petit peu sur ce dessin, les dernières heures à Paris de Olive Thomas. Roscoe Fatty Arbuckle, qui est le monsieur qu'on vient de voir, ancien plombier de 120 kg, fut découvert par Mack Sennett en 1913. Son agilité surprenante en fit une star du burlesque, jouant aux côtés de Mabel Normand et Charlie Chaplin. Son salaire passa de 3 $ par jour en 1913 à 5 000 $ hebdomadaires en 1917 chez Paramount. Pour célébrer ce contrat, une fête fut organisée au Brownie Kennedy's Roadhouse à Boston, avec 12 jolies filles payées 1050 $. L'événement tourna au scandale quand un policier aperçut des scènes compromettantes, nécessitant 100 000 $ de pots de vin aux autorités pour étouffer l'affaire. 4 ans plus tard, une starlette, Virginia Rape, mannequin de Chicago, fut engagée par Sennett pour des rôles mineurs. Donc je rappelle que 5 000 $ par semaine de 1917, comme salaire, ça faisait entre 70 et 100 000 $ actuels par semaine. Virginia Rape fut d'abord remarquée par Henry Paté Lerman, qui lui donna un rôle dans Fantasy, puis par William Fox après avoir gagné le prix de la mieux habillée. Arbuckle, qui la convoitait, organisa une fête à San Francisco pour célébrer son nouveau contrat de 3 millions de $ avec Paramount. Donc 3 millions de $ de l'époque, j'essaie de le faire de tête, ça fait environ 40 à 50 millions de $ actuels. Le 5 septembre 1921, dans 3 suites du luxueux hôtel Saint-Francis, la fête battait son plein. Les invités, dont Virginia et d'autres starlettes, buvaient de l'orange blossom en dansant le shimmy. Vers 15h15, Arbuckle, en pyjama et peignoir, entraîna Virginie dans la chambre 1221, la verrouillant derrière eux. Bambina Maud Delmont témoigna avoir entendu des cris. Peu après, Arbuckle ressortit, les vêtements déchirés, ordonnant qu'on emmène Virginia au Palace Hotel. Retrouvée sur le lit en désordre, Virginia gémissait « Je meurs, il m'a fait mal ». Ses vêtements étaient en lambeaux, méconnaissables. Transportée à l'hôpital de Pine Street, elle accusa Arbuckle avant de sombrer dans le coma. Le 10 septembre 1921, exactement un an après la mort d'Olive Thomas, Virginia Rape décéda à 25 ans. Le médecin légiste Michael Brown découvrit une tentative de dissimulation. Les organes de Virginia avaient été incinérés. L'autopsie révéla une rupture de la vessie causée par un acte violent entraînant une péritonite fatale. Vous voyez, c'est du lourd, hein. Pardonnez-moi pour les anecdotes, mais... Les détectives Tom Regan et Griffith Kennedy, oui je sais, il s'agit coïncidemment des noms de 2 futurs présidents, mais bon, là c'était en tout cas le nom de 2 enquêteurs, Regan et Kennedy, interrogèrent le personnel hospitalier complice. Arbuckle fut inculpé de viol et meurtre, l'État de Californie attribuant le décès à une pression externe lors d'un rapport sexuel. Le scandale ébranla Hollywood. Fatty, l'idole des enfants, se retrouvait au cœur d'une affaire sordide. Les rumeurs... Alors, vous voyez, c'est toujours les mêmes trucs qu'aujourd'hui.
comme par hasard, c'était une idole des programmes pour enfants. Il y a toujours ce genre de truc louche derrière, vous voyez ce que je veux dire. Je continue. Les rumeurs les plus macabres circulaient sur le viol. Arbuckle, rendu impuissant par l'alcool, aurait violenté Virginia avec une bouteille de Coca-Cola ou de champagne, voire un glaçon dentelé. Les tabloïds s'en donnèrent à cœur joie avec la Bottle Party. Le San Francisco Examiner titra « Hollywood doit cesser d'utiliser San Francisco comme poubelle ». Les églises locales réclamèrent justice contre ce maniaque sexuel d'Hollywood. La justice populaire explosa. À Hartford, des femmes déchirèrent un écran projetant un film d'Arbuckle, tandis qu'à Thermopolis, des cow-boys tirèrent sur l'écran. Une vague de lynch fatty déferla sur le pays. Ça veut dire lyncher fatty. Depuis sa cellule de San Francisco, Arbuckle vit ses avocats tenter de réduire l'accusation à l'homicide involontaire. Adolph Zukor, qui avait des millions en jeu, contacta le procureur Matt Brady pour étouffer l'affaire, ce qui ne fit qu'indigner ce dernier. Le procès débuta en novembre 1921, Arbuckle affichant une totale indifférence envers le sort de Virginia. Sa défense tenta de salir la réputation de la victime, la présentant comme une femme légère ayant fréquenté Paris et l'Amérique du Sud. Après 3 procès, Arbuckle fut finalement acquitté en avril 1922, largement grâce au témoignage confus de 40 témoins ivres lors des faits. Le jury déclara même qu'une grave injustice avait été commise envers lui. Paramount annula le contrat d'Arbuckle et détruisit ses films inédits, occasionnant une perte d'$1 million, ce qui équivaut à 14-15 millions de dollars d'aujourd'hui. Banni du cinéma, il adopta le pseudonyme de Will Be Good sur suggestion de Buster Keaton, travaillant comme gagman et réalisateur. En 1931, il supplia dans Photoplay « Laissez-moi juste travailler ». Henry Lehman, l'ex de Virginia, dénonça amèrement le système hollywoodien qui sort les gens du caniveau pour en faire des idoles. Fin de la citation. Madame Eleanor Glynn qualifia la fête d'Arbuckle de bestiale. L'acteur sombra dans l'alcoolisme, arrêté pour conduite en état d'ivresse en 1931. Il mourut brisé à New York en 1933 à 46 ans. L'affaire freina la croissance d'Hollywood pendant 10 ans. C'est ça aussi dont ils ont peur, dont ils ont toujours eu peur, Hollywood. C'est dès qu'il y a un scandale comme ça, comme un livre comme ça, ils cherchent à l'interdire parce qu'ils veulent pas qu'on casse la légende, c'est évident. Pendant le second procès d'Arbuckle, un nouveau scandale éclata à Paramount. Le 1er février 1922, William Desmond Taylor, directeur de Famous Players Lasky, fut retrouvé mort dans son bungalow d'Alvarado Street par son domestique Henry Peavy. Le corps gisait sur le dos, une chaise renversée sur les jambes, son diamant porte-bonheur brillant encore au doigt. La découverte déclencha une panique chez les cadres de Paramount. Charles Hayton appela Zukor, tandis que d'autres se précipitèrent pour récupérer des correspondances compromettantes et faire disparaître l'alcool illégal. Le domestique parcourut la rue en hurlant « Ils ont tué Massa !» jusqu'à ce qu'un voisin appelle la police. À l'arrivée de la police, une scène de destruction était en cours. Les cadres de Paramount brûlaient des documents compromettants dans la cheminée, tandis que Mabel Normand fouillait les recoins à la recherche de correspondances égarées. Le corps de Taylor gisait au sol, avec 2 balles de calibre 38 dans le cœur. L'enquête fut compromise par le nettoyage effectué par Zukor et Hayton. Les policiers découvrirent néanmoins des photos pornographiques cachées. Des portraits de Taylor avec plusieurs actrices, dont Mary Pickford, confirmèrent sa réputation de séducteur. Mabel Normand avoua avoir cherché ces lettres pour éviter toute mauvaise interprétation. Une autre lettre fut découverte, dissimulée dans un livre érotique d'Aleister Crowley. Alors, est-ce que vous avez noté déjà, on le notera dans plusieurs illustrations, le fameux papillon, là, vous savez, qui est si courant dans la programmation MK Ultra, qui a été découverte des décennies plus tard. Je sais pas, c'est peut-être une coïncidence qui en est, mais si on en croit à Roseanne Barr, MK Ultra Hollywood, c'est très très répandu. Mais là, bien évidemment, on était avant ces expérimentations On était plutôt dans la magie occulte à cette époque-là. Je continue. Une lettre d'amour passionnée signée Mary fut découverte, donc c'est celle-ci, avec un papier monogrammé MMM. Il s'agissait de Mary Miles Minter, jeune star de Paramount de 22 ans, éprise de Taylor qui en avait 50. Lors des funérailles, elle embrassa le défunt sur les lèvres, prétendant qu'il lui avait murmuré «
Je t'aimerai toujours, Mary. L'affaire inspira romans et films, impliquant divers suspects dont Peavy, le majordome au foulard, et Sands, le frère cadet de Taylor, escroc en fuite aux cheveux décolorés. On apprit que Minter et Mabel Normand avaient visité Taylor le soir du crime. 10 minutes après le départ de Mabel, une voisine entendit une explosion et vit une silhouette suspecte quitter les lieux. Les soupçons se portèrent sur Charlotte Shelby, mère jalouse de Mary Miles Minter, propriétaire d'un revolver 38, et a été vue s'entraînant au tir peu avant le meurtre. Elle s'enfuit en Europe sans être inquiétée. Le scandale ébranlait Hollywood, Taylor étant président de la Screen Directors Guild. Son passé révéla qu'il était en réalité William Dean Tamer, qui avait abandonné femme et fille à New York en 1908. Les enquêteurs découvrirent dans son placard une collection de lingerie fine dédicacée, dont une chemise de nuit rose brodée MMM. Cette découverte ruina la carrière de Minter. L'affaire prit un tour scandaleux quand la presse révéla que Taylor fréquentait des lieux de rencontre étranges. Donc a priori c'est lui et elle. Donc je vous rappelle que je vous résume en même temps que je vous traduis chaque page. Je ne vous lis pas tout, je résume vraiment le plus important de chaque page. L'enquête révéla que Taylor fréquentait des cercles où on consommait marijuana, opium et morphine. Mabel Normand, star des comédies Zénith, dépensait 2000 $ mensuels en cocaïne, chantage inclus. Donc environ 40 000, 50 000 $ actuels par mois. Taylor l'avait d'ailleurs défendu contre un maître chanteur, le mettant KO. Quand l'aspect drogue de l'affaire éclata, Mabel dut se retirer du cinéma. Son dernier film, Susanna, fut boycotté et sa carrière s'acheva sur un article cinglant dans Good Housekeeping, la jugeant trop corrompue. L'affaire Taylor, exposant la dépravation d'Hollywood, provoqua une vague de protestations en 1922. Les studios craignaient moins la colère divine que le boycott des ligues de vertu, qui était encore très puissante à Hollywood à l'époque. Il fallait toujours passer par le comité de censure et tout, qui était assez religieux. Pour améliorer l'image du cinéma, Hollywood s'inspira du baseball, qui après le scandale des matchs truqués de 1919, avait nommé le juge Landis comme tsar de la discipline. Les studios choisirent Will H. Hayes, membre du cabinet Harding, comme tsar du cinéma, avec un salaire de 100 000 $. Hayes était pourtant compromis. En 1928, on découvrit qu'il avait accepté 575 000 $ de pot de vin dans l'affaire du Teapot Dome. Donc on va prendre la petite calculatrice, je vais essayer de vous actualiser les sommes à chaque fois de ce que j'ai les ratios en tête. 575 000 $ de 1928, ça fait environ 8 600 000 $. En 1930, il fut pris en flagrant délit de versement à des leaders moraux pour obtenir leur approbation des films. En mars 1922, il devint président de la Motion Picture Producers, entouré de Zukor, Loew, Laemmle et autres magnats. Le nouveau policier de la moralité du cinéma débuta avec un discours grandiloquent sur la responsabilité morale envers la jeunesse, comparant les films aux écoles. Le bureau Hayes émit son premier diktat, purifier les films en supprimant toute immoralité, baiser langoureux, sensualité et débauche hors écran. Les stars masculines deviendraient moines, les actrices nonnes. Les magnats, sans illusion sur l'efficacité de ces clauses morales, lancèrent une enquête secrète sur tout Hollywood, employant détectives, pots de vin et même des dispositifs d'écoute primitifs. Les résultats furent pires que prévu, une liste noire de 117 noms fut établie. Le livre noir d'Hollywood révéla en tête de liste Wallace Reid, star de Paramount. Zukor, déjà fragilisé par les scandales Arbuckle et Minter, protesta contre cette mise à l'index qui coûterait 2 millions de $. Les autres studios forcèrent sa main en divulguant l'affaire au tabloïd. Le graphique titrait « Les drogués d'Hollywood », visant Reid qui fut interné en mars 1922. Les papiers d'internement étaient signés par Florence, son épouse, actrice à Universal sous le nom de Dorothy Davenport. La nouvelle choqua l'Amérique. Reid, incarnation de la jeunesse américaine, grand, athlétique, aux yeux bleus, voyait son surnom Good Time Wally prendre un sens tragique.
Reid passa le reste de l'année 1922 dans une cellule capitonnée d'un sanatorium privé. Le sevrage brutal de sa dose quotidienne de morphine et le choc de l'enfermement soudain déstabilisèrent son esprit. Il devint obsédé par l'idée d'avoir été manipulé par Paramount, qui l'avait poussé à un rythme effréné de tournage de films de course automobile. Les films de course, comme The Roaring Road, n'avaient pour atout que la personnalité de Reid. En 1920, épuisé par le rythme, il prit sa première dose de morphine sur le tournage de Forever. Sa dépendance s'aggrava jusqu'à ce que l'équipe doive le soutenir devant la caméra. Il mourut le 18 janvier 1923 à 30 ans dans sa cellule capitonnée. Sa femme Florence organisa une conférence de presse dénonçant les bohémiens d'Hollywood qui avaient entraîné son mari dans la débauche. Alors, petite parenthèse, je suis en train de chercher qu'est-ce qui est défini ici par bohémien, parce que ça peut avoir plusieurs significations en américain. Les Bohemians, c'est comme ça qu'on surnomme aussi les membres du Bohemian Grove, ou Bohemian Club, ce club dans la forêt, vous savez, qui vénère une chouette ou un hibou. Cette secte qui, on le sait depuis longtemps, sexuellement débauchée, etc., mais plutôt homosexuelle à l'époque. Après, bohémien, ça peut aussi désigner pour un Américain natif de l'époque, enfin je veux dire de souche américaine, ça peut désigner les Juifs d'Europe centrale arrivant à Hollywood tout fraîchement, avec un mélange de magie, de drogue, de lecture des lignes de la main, enfin vous voyez, ça peut aussi désigner ces gens-là, mais en tout cas, des gens à la fois débauchés et dans l'occulte, quoi, apparemment. Donc dénonçant les bohémiens d'Hollywood qui avaient entraîné son mari dans la débauche. Elle annonça son prochain film, Human Wreckage, un exposé sur le trafic de drogue soutenu secrètement par Hayes. Mary Pickford conclut « Sa mort est une tragédie, il aurait surmonté ses erreurs ». Donc là, c'est elle qui va aux obsèques de son mari. En 1923, Hayes promit un Hollywood plus moral, mais les publicités des exploitants continuaient de vanter des films comme Woman to Woman, avec leurs belles jazz babies, bains de champagne et fêtes jusqu'à l'aube. 40 millions d'Américains payaient chaque semaine pour échapper à leur quotidien. Les puristes du cinéma dénonçaient l'hypocrisie d'un système autorisant le divertissement vulgaire, pourvu qu'il ait une fin morale. Le souci de l'enfance de Hayes réduisait souvent les films au niveau d'un enfant de 10 ans. Les fêtes d'Hollywood continuaient dans des villas hispano-mauresques et soigneusement protégées des regards indiscrets. Des rumeurs... Donc, tenez, là encore une couverture du Life avec ce papillon. Des rumeurs sur la vie dissolue d'Hollywood filtraient dans la presse via des domestiques soudoyés. Le New York Journal notait que les nouveaux riches du cinéma, mal préparés à leur fortune soudaine, la dépensaient de façon extravagante en fêtes et stimulantes d'hiver. La prohibition n'arrêtait pas les stars qui avaient chacune leur bootlegger attitré. Alors bootlegger, je sais plus ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui leur trouve de l'alcool ? Donc l'alcool frelaté fit des victimes. Art Accord sombra dans la folie. Léo Maloney en mourut. Après la mort de Reid, les toxicomanes d'Hollywood devinrent plus discrets. Le comte, il était surnommé ainsi, acteur de Zenet, était le dealer qui avait initié Mabel Normand, Barbara Lamar et Alma Rubens à la drogue. Lamar, la fille trop belle, consommait toutes les drogues disponibles. Elle gardait sa cocaïne dans un coffret doré sur son piano et fumait l'opium Bénarès. Star des Trois Mousquetaires, elle dormait 2 heures par nuit, collectionnait amants et maris, et mourut d'overdose à 26 ans en 1926. Alma Rubens perdit pied dans la drogue, dépensant sa fortune en héroïne. Le 26 janvier 1929, elle fit sensation sur Hollywood Boulevard, poursuivie par 2 hommes. L'incident révéla qu'Alma avait poignardé un ambulancier, l'autre homme étant son médecin venu l'interner. Après un séjour en clinique, elle attaqua son infirmière et fut transférée en hôpital psychiatrique pour 6 mois. À sa sortie, elle divorça de Ricardo Cortez et tenta un retour à Hollywood en 1931. En route vers Agua Caliente avec l'actrice Ruth Palmer, elle fut arrêtée à San Diego le 6 janvier 1931 pour possession de morphine. La police découvrit la drogue cousue dans les coutures de sa robe. Elle cria au complot, affirmant qu'on lui avait volé $9 000 de bijoux.
Alma mourut le 22 janvier 1931 à 33 ans. Une autre victime fut Juanita Hansen, l'original Maxenet Girl. Le comte l'avait approchée un lundi matin alors qu'elle souffrait d'une gueule de bois, lui proposant de régler ça entre guillemets. La première dose fut gratuite. Plus tard, elle payait 75 $ le gramme, ce qui ferait 1200 $ le gramme actuel. Dans sa dernière interview, Alma confia au Los Angeles Examiner qu'elle avait consulté des médecins pour sa douleur, mais qu'ils l'avaient rendue dépendante. Contrairement à Lamar et Rubens, qui échappèrent à la liste noire, Hansen fut arrêtée après la mort de Reid. Elle créa plus tard la fondation Hansen pour lutter contre l'addiction. Alors là, je suis désolé, il y a un trou dans la numérisation du livre. L'époque était marquée par l'extravagance automobile des stars. Mae Murray roulait en Pierce Arrow jaune canari, Olga Petrova possédait une Packard violette, Gloria Swanson une Lancia tapissée de léopard, Joseph Urban créait des boudoirs parfumés au Chalimar, les robes parisiennes à 5000 $ ne duraient qu'une soirée, et le sexe était servi dans une ambiance des 1001 nuits. Alors, ici on peut remarquer Charlie Chaplin au milieu. L'argent coulait à flot dans le Hollywood des années folles, où l'alcool clandestin était abondant. Les stars travaillaient dur la semaine, mais les week-ends étaient déchaînés. Le bal costumé de Marion Davies en 1926 à l'Ambassador, décoré en thème hawaïen, vit défiler Mary Pickford en Lillian Gish, Fairbanks en Don Q, Chaplin en Cameron, Jacques Gilbert en footballeur. Donc il faisait des jeux de rôle. Gloria Swanson menait le train de vie le plus extravagant. Ses dépenses annuelles en vêtements atteignaient des sommes astronomiques. Manteau à 25 000 $ de l'époque, robe à 50 000 $, donc 50 000 $ de l'époque, je rappelle, ça fait environ 800 000 $. Des bas à 9 000 $, lingerie à 10 000, sans oublier un nuage de parfum à 6 000 $. Son salaire de 900 000 $ chez Paramount le permettait, environ 16,8 millions de dollars actuels. Dans le Hollywood des années folles, Charlie Chaplin restait une figure à part, dévouée à son art. Il préférait construire son propre studio à Sunset et La Brea plutôt que de participer aux fêtes. Pourtant, le scandale vint à lui, notamment concernant ses relations féminines. On le lia à Edna Purviance, Lila Lee, Joséphine Dunn et d'autres stars. En 1922, Peggy Hopkins Joyce, ex-Ziegfeld Girl aux 3 millions de $ de pension alimentaire, arriva à Hollywood. Elle séduisit Chaplin lors d'un dîner, lui demandant crûment si les rumeurs sur son anatomie étaient vraies. Le couple s'échappa sur l'île de Catalina où ils cherchèrent une crique isolée pour des bains nus. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit tout de suite, oula, ça me fait penser à Epstein, qui avait aussi une curiosité anatomique. Alors, avec pudeur, ils disent pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'était un gros engin simplement, ou bien quelque chose en forme de cloche, enfin avec une forme étrange comme Epstein, il avait, d'après les témoignages du tribunal, ce qui l'empêchait pas d'avoir du succès avec les femmes, Epstein. Donc, ça fait partie de ce type d'hommes juifs étranges qui ont quand même des secrets et qui aiment les très jeunes filles, on va le voir. Alors, hop. Donc voilà l'île de Catalina. Charmante île de la mer, c'est sous-titré. Les habitants de Catalina, équipés de jumelles, repérèrent le couple et surnommèrent les chèvres locales les Charlies. Peggy raconta sa vie d'aventurière à Chaplin qui s'en inspira pour Une femme de Paris. Sa réputation de séducteur était déjà établie, sa première conquête fut Mildred Harris, rencontrée à 14 ans lors d'une fête à Santa Monica. 14 ans. À 16 ans, enceinte, elle l'épousa. Le mariage dura 48 heures avant que Louis Mayer ne lui fasse signer un contrat pour, alors c'est un film, The Inferior Sex. Chaplin, non consulté, confia à Fairbanks que sa jeune épouse n'était pas un poids lourd intellectuel. Je cite. La tragédie frappa quand Mildred faillit mourir en couche. Le bébé difforme ne vécut que 3 jours et fut enterré sous le nom Little Mouse, avec un sourire artificiel figé sur son visage. Mayer lançait une campagne publicitaire sur la femme du célèbre comédien, tandis que le couple s'accusait mutuellement, elle de cruauté, lui d'infidélité. Le 8 avril 1920, à l'Alexandria Hotel, Chaplin accusa Mayer d'avoir encouragé Mildred à
augmenter ses demandes de divorce. La confrontation dégénéra, Mayer frappa Chaplin qui s'effondra, saignant, secouru par Jack Pickford. Alors, vous allez voir que cette accusation de cruauté, ce ne sera pas la dernière fois que Chaplin sera accusé de cruauté envers une femme. On va voir ça un petit peu plus tard. Alors c'est vrai que je suis tombé un peu de haut quand j'ai appris tout ça. Et pourtant, donc elle, c'est celle qu'on appelait Lolita. Hein. Alors Lolita, née Lilita McMurray le 15 avril 1908. Là aussi, hein, Lolita, rapport avec Epstein hein, aussi, qui avait appelé son avion privé comme ça. Rapport avec Kubrick aussi, enfin qui en avait fait un film. Mais... Donc née en 1908 d'une mère mexicaine et d'un père irlandais, vivait près des studios Chaplin. En 1915, à 7 ans, elle rencontra Charlie au Kitty's Common Inn, où sa mère Nana était serveuse. La fillette, au visage rond et peu douée à l'école, attira l'attention de Chaplin. Donc vers l'âge de 8 ans à peu près. Hein. Elle devint figurante, apparaissant dans The Kid et The Idol Class. Nana, qui recevait les chèques pour sa fille, quitta son travail pour se consacrer à l'éducation de Lolita, lui enseignant comment épouser un millionnaire. Chaplin observa son évolution de 12 à 15 ans. En mars 1924, à 16 ans, elle signa un contrat pour The Gold Rush. Rebaptisée Lita Grey, elle tourna dans The Gold Rush, mais malgré l'enthousiasme de la presse pour son talent et ses ancêtres aristocratiques espagnols, elle se révéla médiocre actrice. Un jour, sur le plateau surchauffé, elle annonça sa grossesse. Sa mère... Alors d'ailleurs, attendez, est-ce que je l'ai ici ? Sa carrière cinématographique, elle est morte vers 85 ans. Il n'y a que 6 ou 7 films au total. Hein. C'est effectivement, elle n'a pas du tout percé dedans. D'où l'intérêt aussi de s'accrocher à quelqu'un de riche et de lui octroyer de l'argent, mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. On va voir que Chaplin, il était étrange quand même. Alors, hop, j'en étais où Donc un jour, sur le plateau surchauffé, elle annonça sa grossesse, donc à 16 ans. Hein. Sa mère, qui attendait cet heureux événement, put jouer son rôle. L'oncle Edward McMurray, avocat, intervint pour dénoncer une relation avec une mineure. Le 24 novembre 1924, Chaplin, 35 ans, dut épouser Lita, 16 ans, à Empalme, au Mexique, poursuivi par les journalistes. « C'est mieux que la prison, mais ça ne durera pas », aurait-il déclaré. Nana et l'oncle... Ah, attendez, hop. Je me suis trompé de page. Donc là, c'est elle. Nana et l'oncle Ed négocièrent des compensations, entre guillemets, estimant la fortune de Chaplin à 16 millions de dollars, 288 millions de dollars actuels. Il était déjà à ce point-là riche vers 1926. Hein. Dans la mansion de Beverly Hills, Mansion, Nana s'installa avec le couple, donc la mère, prétextant que sa fille était trop jeune pour gérer la maison. 2 fils naquirent, Charles Jr. en juin 1925 et Sidney en mars 1926. La demeure devint le théâtre de fêtes alcoolisées du clan McMurray. Le 1er décembre 1926, Chaplin trouva sa maison envahie par une fête chaotique. Lita partit avec les enfants. Le 10 janvier 1927, elle demanda le divorce. Le duo mère-fille obtint 1 million de dollars après avoir documenté chaque geste et parole de Chaplin dans un registre. Un pamphlet scandaleux de 42 pages, donc le voici ici, Chaplin jeune, de 42 pages intitulé Complaint by Lita Grey, fut diffusé par ses avocats, se vendant à des milliers d'exemplaires. Le document contenait des termes latins explicites et détaillait les griefs contre Chaplin en 5 points principaux: la séduction de la plaignante, la demande d'avortement après la conception, le mariage forcé avec intention préméditée de divorce et des pratiques intimes qualifiées d'anormales et perverses, que Lita refusait malgré l'insistance de Chaplin, qui lui aurait dit « Détends-toi, tous les couples mariés le font ». Alors, je suis un peu partagé parce que non seulement elle est partie avec des millions de dollars comme on le verra, après avoir tout documenté, tout bien noté, mais en plus, elle se permet de sortir un pamphlet qu'elle vend. Donc, on se demande si entre l'intéressement et la sincérité, c'est vrai qu'on se demande un petit peu, mais il y a quand même plusieurs sons de cloche qui disaient que Chaplin, dans sa vie privée, était pour le moins un petit peu étrange.
Lita accusa Chaplin de lecture immorale comme Lady Chatterley et de tentative de corruption morale. Elle révéla qu'il lui avait proposé des soirées de perversité sexuelle à leur domicile. Face à son refus, il aurait menacé « Attends un peu, je vais péter les plombs et te tuer ». Chaplin répondit par un communiqué émouvant « Je l'aimais et, comme beaucoup d'hommes, je l'ai aimé davantage quand elle m'a fait du mal. J'étais suicidaire quand elle m'a dit de ne pas m'aimer. » Pour éviter que des actrices célèbres soient citées dans l'affaire, il accepta un arrangement de 625 000 $. Donc ça fait, en dollars actuels, environ 10 millions de $. Le 22 août 1927, Lita obtint le divorce pour cruauté. Le mois du désastreux mariage de Chaplin, un autre scandale éclata avec le titre « Producteur abattu sur le yacht Hearst ». Rapidement retiré du Los Angeles Times, William Randolph Hearst, magnat redouté de la presse avec une fortune de 400 millions de $, à l'époque, ce qui fait 6 à 7 milliards de $ d'aujourd'hui, dû notamment à l'héritage de son père, industriel prospère dans les mines d'argent et d'or, et oui, ça rapporte, hein, entretenait avec une liaison avec Marion Davis. Il créa Cosmopolitan Productions pour la promouvoir et fit construire une immense villa géorgienne sur la plage de Santa Monica. Son yacht de 85 mètres, l'Oneida, ancien palace flottant du Kaiser, accueillait des fêtes somptueuses. Le 15 novembre 1924, une croisière fut organisée pour célébrer les 43 ans de Thomas H. Ince. Alors, c'est pas mal de travail de vous résumer ça en français, mais ça me dérange pas du tout. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce que ça vous a intéressé? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.